bravo aux présentateurs de ce matin. Ça va continuer cet après-midi, mais là, je suis en belle compagnie. Vous reconnaissez certainement les messieurs qui sont avec nous, nos 4 experts en agilité, que je vais prendre le temps de vous présenter, puis avec qui on va jaser pour la prochaine demi-heure. Puis on va jaser vraiment sur la thématique « Comment est-ce que les personnes, l'humain, j'ai eu un cours tantôt, j'ai eu le malheur de parler de ressources. » C'est pas bon, hein? Bon, c'est bon, je commence à faire partie de la famille. Comment l'humain est au cœur de l'adoption, de l'intégration de la méthode agile dans un contexte de changement organisationnel. Donc, c'est la grande thématique qu'on s'est donnée. Je vais vous présenter ces messieurs. Et puis, sachez qu'ils sont disponibles cet après-midi. Vous allez être disponibles pour une clinique agile à partir de 15h10. Vous allez pouvoir vous y inscrire lorsqu'on est près des salles 308. Vous avez accès à un petit tableau sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un ou l'autre pour une période de 15 minutes entre 15h10 et 16h10. Donc, on vous annonce ça. Vous en profiterez un petit peu plus tard dans la journée. Et avant de les présenter individuellement, on pourrait mettre la planche, si on veut, la prochaine, qui va nous permettre de les connaître. Mais 2 d'entre eux sont actuellement dans le monde de la consultation et 2 d'entre eux, les messieurs au centre, sont en entreprise, avec parfois un bagage aussi en consultation dans le passé. Donc, ça va être intéressant de les entendre sur leurs différentes perspectives. Je débute avec Gilles Duchesne ici. Gilles, bonjour. Allô. De chez Pixis, ça va bien? Oui, ça va bien. Super. Gilles, depuis tous les 4, ça fait entre 15 et 20 ans facilement que vous travaillez dans l'agilité. Je prends ça pour acquis dans vos présentations. Vous êtes passionné de coaching d'équipe et vous avez la possibilité donc de réunir le coaching d'équipe dans la vie personnelle et le coaching en entreprise. Ces 2 passions-là pour amener des solutions logicielles qui vont être meilleures dans des environnements qui vont être motivants pour les gens. Ouais, ça, c'est ce qui vous allume le plus. Vous êtes coach, facilitateur certifié en développement de dynamique humaine. Et si je prends juste une petite minute, là, je le fais très brièvement, bien qu'ils aient des parcours assez riches, là, je vais aussi parler de vos organisations. Pixis, 60 experts, une présence dans plusieurs villes sur 3 continents, l'Europe, l'Asie. Vous êtes en affaires depuis 15 ans à la fois pour les professionnels et pour les organisations. En plein ça. Super. Ouais. Merci d'être avec nous. Dominique, Dany, chez G-Soft, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Dominique, également dans cet univers-là depuis longtemps, dans le monde de la consultation à une certaine époque, et maintenant chef des opérations chez G-Soft. Qui connaît l'entreprise ici dans... Oui, quand même, plusieurs. Entreprise qui est réputée, qui gagne des prix pour leur intérêt primordial au bonheur des employés. Vous le dites comme ça. D'ailleurs, je reviendrai tantôt parce que vous ayez des statistiques, des reconnaissances qui ont été attribuées récemment. Mais donc, une entreprise d'une centaine de personnes qui développe, assure le service à clientèle de ShareGate. Et donc, une solution qui est offerte dans une centaine de pays, utilisée par plus de 10 000 clients. Voilà. C'est bon comme court résumé? Ça ressemble à ça. Il y a plusieurs choses à dire. Éric Le Gallet, sur mesure. Vous portez les vêtements, le veston. Il représente sa marque. Sur mesure, qui connaît sur mesure ici? Bien, tous ceux qui sont bien habillés. Oh, quand même. Wow! Vous avez même. plusieurs clients, je pense, dans la salle. Quelques clients potentiels. 35 000 au Canada. Donc, il y en a quelques-uns ici. Une présence de sur-mesure, donc la boutique de vêtements pour hommes, vêtements sur mesure, les chemises, les tailleurs. Présence à Québec, Montréal, Ottawa. Vous êtes à Mississauga. Laval, Toronto, Chicago, Pittsburgh. Mirabel. Sur la Saint-Lin. route, non. Saint-Lin, non. Saint-Lin, non? Non, Val-Alain peut-être. Val-Alain, dans les Voilà, prochains ça mois. s'en vient. Vous êtes chargé de projet, agile également, Scrum Master, responsable de produits. Vous avez accompagné des organisations pendant plusieurs années en transformation vers l'agilité et maintenant, bien, vous les appliquez dans l'entreprise chez Sur Mesure. Vous nous raconterez tantôt comment ça se passe dans une entreprise. J'ose pas dire petite entreprise parce qu'elle est tellement en croissance, mais c'est une expérience différente que les grandes organisations. Jean-René Rousseau, chez Bonjour. Facilité. Bonjour, ça va bien aussi? Ça va bien? Jean-René qui a toujours été fasciné par l'aspect humain de son travail. Donc, on est vraiment au cœur de ça. Vous êtes tourné vers les approches agiles au début des années 2000 et là, vous agissez à la fois comme conseiller stratégique, agent de changement auprès de différentes tailles d'organisations. Puis, on se racontait tantôt une implication au quotidien, nécessairement par le travail avec les clients. Chez Facilité, qui a été lancé en 92, donc vous allez fêter l'année prochaine, 25 ans. Oui, exact. Déjà? Exact. On a fêté 10 ans à Québec cette année. OK. Et au service autant des grandes, des moyennes entreprises, organismes publics, organismes parapublics, présence au Canada, en France et aux États-Unis. Voilà. C'est bon, superbe. Alors, question de nous donner un peu d'énergie pour ce panel-là. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'on est vraiment bien entourés ce midi.
Vous allez en avoir des plus chaleureux encore à la fin tantôt. Éric, j'ai envie de débuter avec vous. OK. Prenez la gorgée d'eau le temps que je pose ma question, c'est correct. J'ai envie qu'on entre tout de suite dans le bain, qu'on soit très concret. On le disait, Sur Mesure est né à Québec, ça a une croissance extraordinaire. 2015, 25 de croissance. Et cette année, avec l'ouverture aux États-Unis, ça continue. Vous avez 80 employés. C'est une belle histoire, c'est déjà un success story. Et quand on écoute Vincent Thériault, les gens de la direction chez vous, on apprend que vous avez toujours mis de l'avant la technologie. Donc, dans ce contexte-là, petite entreprise, on a de la croissance, pour nous, la technologie, c'est important. Est-ce que ça veut dire que, par définition, les employés, la méthode agile, les principes qui viennent avec, on applique ça aisément, c'est très facile ou pas? Bien, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, Sur Mesure, c'est un start-up. Donc, un start-up, ça veut dire constamment être en train de remettre en question ce qu'on est en train de faire, des principes lean, on mesure, on ajuste, on apprend à travers tout ça. Donc, dans ce contexte-là, venir mettre en place, puis c'est moi qui le fais depuis que je suis arrivé. Avant, j'étais consultant, là, il y a 3 mois. Mais le fait d'arriver donc dans une organisation où le changement, c'est dans le day-to-day, le fait de mettre de l'agile là-dedans ou du Scrum, moi je suis plus du côté de Scrum, ça vient structurer un peu le changement. Plutôt que d'y aller de façon un peu aléatoire, où on dit on travaille en même temps sur un programme de réalité augmentée, sur un programme de fidélité, on veut ajouter des trucs sur le site web, on ouvre des nouvelles boutiques, on veut faire du sur la route, on veut que les gens commandent en ligne, qu'ils puissent voir la chemise sur eux, etc. Quand on a tous ces projets-là de front, bien là, le Scrum puis l'agilité, ce que ça nous permet de faire, c'est de se concentrer, prioriser nos trucs en regardant ce qui va amener plus de valeur à l'entreprise et qui va amener plus de valeur à nos clients. Donc, je dirais que c'est vraiment de venir prioriser les prochaines activités qu'on fait. Puis vous l'avez vécu dans les derniers mois parce que vous disiez, là, Noël s'en vient, donc ce qu'on doit prioriser, c'est ce que les clients vont vouloir vivre comme expérience dans le contexte des achats des fêtes. Ça vous a aidé à prendre ce genre de décision? Tout à fait. On a pris une décision il y a quelques semaines de travailler on travaille sur un programme de fidélité où les gens vont pouvoir accumuler des points. Donc, on l'a fait on l'a découpé de façon agile. Donc, on termine un premier sprint là-dessus bientôt. Puis, on le fait dans une logique qui est un peu des fois difficile pour les gens d'affaires. Ça leur donne l'impression que pourquoi on fait tel truc si c'est pas fini? Comme là, on va finir notre premier sprint. Dans le premier sprint, les gens peuvent accumuler des points, mais ils ne peuvent pas les utiliser. Donc, pour les gens d'affaires, ça, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on leur permet d'accumuler des points s'ils ne pourront pas les utiliser? Bien, le prochain sprint, 2 semaines plus tard, les gens vont pouvoir commencer à l'utiliser. Fait que c'est un changement de mentalité qui se fait aussi bien dans les petites entreprises que dans les plus grandes, à mon sens. Ça veut dire que vous travaillez beaucoup avec les gens. Moi, je connais plus l'univers des communications puis du marketing. Quand je vous entends, je me dis que vous ne pouvez pas travailler de façon séparée. Vous devez travailler avec les gens des différents départements d'une entreprise. Est-ce que c'est inévitable dans la façon d'utiliser les outils agiles? Définitivement, oui. Ouais. Pas juste dans une petite entreprise, c'est la même chose chez les assureurs, probablement la même chose dans une firme purement TI aussi. Ouais. OK. Jean-René, vous entendez l'histoire de Sur Mesure. Comment vous voyez ça? Comment... C'est intéressant quand tu dis qu'il y a de la résistance de vos gens d'affaires, avec même parce que tu as commencé en disant, tu sais, dans une mentalité start-up, qu'on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui est déjà culturellement présent, où on va embrasser l'agilité naturellement. Ça me fait réaliser que, dans le fond, peu importe ta culture de base, quand tu arrives avec du changement, quand tu arrives avec de nouvelles façons de faire, tu vas tôt ou tard faire face à une résistance, puis il va falloir que tu expliques le pourquoi. Il va falloir que tu dises à tes gens d'affaires pourquoi que tu veux travailler comme ça, c'est quoi les gains pour eux. Donc, j'imagine que tu es en mode de vente, explication, même si à la base, on pourrait penser que tu as une culture qui est favorable à ça. Bien, moi, je triche un peu. Je triche un peu parce que je le fais un peu à leur insu. Un peu comme je faisais avec mes clients, là. C'est-à-dire que je vais étape par étape. Moi, je mets l'agile en place de façon itérative. Sans leur dire? On commence avec du Scrum. Bien, je leur dis, mais OK. on commence avec des Scrums. Tranquillement, on ajoute au fur et à mesure plusieurs trucs qu'il y a dans les approches agiles. Donc, de façon itérative, j'amène l'agilité. Donc, ils s'en rendent pas trop compte. OK, c'est bon. Mais ils embarquent là-dedans parce que Oui. l'activité les met à contribution. Ils voient définitivement la valeur ajoutée. La semaine dernière, on a fait notre premier Scrum de direction, 1 heure, une fois par semaine, plutôt que de faire 15 minutes tous les matins. Ça n'avait comme pas de sens. Au début du meeting, la directrice des finances a dit « Je ne suis pas sûre qu'on va avoir besoin de ça toutes les semaines. Il me semble que c'est long, 1 heure. » À la fin du meeting, elle s'est retournée vers moi. Elle a dit « Ouais, là, je comprends pourquoi on en a besoin. Et puis, tant mieux, on va le refaire la semaine prochaine. » Wow. Adoption Donc, assez rapide, mais quand même un peu sur les freins au début. C'est sans doute une bonne stratégie de gestion de changement de just do it, c'est le faire. Oui, on le fait. Je veux savoir, est-ce que vous avez essayé à un moment donné de l'amener d'une manière un peu plus complète ou si, depuis le départ,
vous essayez de l'amener d'une manière progressive? Je l'amène d'une manière progressive. Progressive. Je me suis pas assis à mon boss en lui disant on va La faire stratégie. exact toutes ces cérémonies-là, ça au complet. Vraiment intéressant. OK. Et les patrons, donc, ils vous font confiance. C'est parce que vous avez le bagage que vous pouvez amener cette expertise-là. Bien, tant mieux, c'est le fun. On va aller voir du côté de GSoft comment ça se passe aussi. GSoft, on l'a dit, là, croissance extrême. Le chiffre, 794 dans les 5 dernières années de croissance de revenus. C'est énorme. Vous êtes classé au 95e rang des entreprises, donc les plus performantes de ce côté-là à travers le pays. Statut d'employeur de l'année. Quand je réunis tous ces employés-là, je me dis que les employés ils doivent adhérer de façon unanime au changement. Vous les consultez, vous vous intéressez à eux, à ce qu'ils soient bien dans leur travail, à l'idéal qu'ils soient bien dans leur vie personnelle, même si vous n'avez pas toute l'influence. Est-ce que c'est la réalité chez vous? Bien, je pense pas qu'il existe une réalité. Ça peut pas toujours être blanc, toujours être noir. Je pense que c'est gris. Oui, le bonheur est super important pour nous. Puis ça se maintient, ça se travaille. C'est un travail de tous les jours. S'assurer que les gens ont tout ce qu'il faut. Comme je disais tantôt, le bonheur, je pense pas que je peux rendre quelqu'un heureux. Je peux probablement lui donner les outils, l'environnement le plus possible pour qu'il puisse lui-même être heureux là-dedans. Puis c'est un travail de tous les jours. Il faut entretenir ça. Il faut, d'où la communication, travailler beaucoup avec les gens, s'assurer que les vraies choses sont dites. Je pense que c'est ça la clé de... Est-ce qu'on peut raconter ce que vous avez comme outil? Puis juste, je m'interromps moi-même. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, si vous êtes en salle avec nous puis vous souhaitez participer à l'atelier, on aimerait savoir le plus possible votre attention. Puis en même temps, si vous voulez nous communiquer des questions, vous pouvez utiliser le mot-clic, je pense, l'avoir laissé à l'écran. Puis on pourrait avoir la complicité des gens de l'organisation pour venir nous porter un cellulaire, nous tweeter. On peut réagir à des questions que vous avez. Si jamais vous avez une réunion d'équipe en salle, on pourrait comprendre, mais je vais peut-être vous demander d'aller à l'extérieur ou de vous éloigner parce qu'on vous entend beaucoup parler ici. Je vous remercie. Donc, on se parlait des gens dans votre équipe, puis votre logiciel, votre outil que vous utilisez, Vibes, qui vous permet d'aller chercher le pouls des gens vraiment tous les jours sur leur bonheur. Comment ça marche? Bien, l'outil s'appelle Office Vibe. C'est quelque chose qu'on avait au départ développé pour nous, pour les fameux sondages annuels qui est fait aux employés. Je pense pas que c'est la bonne solution. Ce qu'on a fait, c'est un outil qui va régulièrement chercher du feedback de tout le monde. Donc, à chaque semaine, quelques questions sont posées à tous les employés sur 10 grandes sphères de qu'est-ce que c'est l'engagement d'un employé. Et à l'aide de ces questions-là, bien, on est capable, par exemple, moi, je suis capable de voir par équipe quel est l'engagement de mes équipes, où sont les problématiques, relations avec les collègues, relations avec le gestionnaire, le bonheur, le stress, la santé. Fait qu'il y a plein de volets qui sont identifiés avec ça. Puis en allant chercher ce feedback-là constamment, bien, ça nous permet de s'assurer qu'on travaille sur les bonnes choses. OK. Puis qu'est-ce que vous avez pu... Il y a quelqu'un qui a fait un truc dans un atelier tantôt, c'était bon, on va l'essayer. Je sais pas si ça marche dans un grand groupe. Écoute, les gens agiles sont supposés de savoir quoi c'est quoi ça. C'est vrai? Vous travaillez avec cette méthode-là? Ben, c'est bon. Je me demande si c'est pas à l'extérieur des salles, peut-être le bruit, je sais pas. Oui, probablement. Hein? Est-ce qu'il y a des gens à l'arrière qui peuvent me donner un petit coup de pouce? Peut-être fermer les portes, tout simplement. Merci beaucoup. Parlez plus fort. OK, on va en donner un petit peu plus, puis avec l'équipe technique, on va vous en donner plus aussi. C'est-tu bon, ça? On va faire notre bout là-dedans. Excellent. Tout le monde debout. J'en ai perdu mon idée. C'était ma question sur Office Vibe. Je sais Oui, pas si, oui. Puis je me disais, comme vous allez consulter, puis que vous êtes probablement sur une base donc hebdomadaire en train de voir, est-ce qu'on est proche des principes agiles? Comment vous l'appliquez? Est-ce qu'il y a un exemple concret d'une situation qui a pu arriver une semaine? Vous êtes arrivé avec un changement, vous avez vu une réaction difficile dans le groupe. Comment vous êtes ajusté? Pouvez-vous nous raconter? Bien, chez nous, l'agilité, tantôt tu parlais, je fais surtout du Scrum. Chez nous, on applique les principes agiles partout. Toutes mes équipes, que ce soit l'équipe marketing, l'équipe de vente, l'équipe de support, l'équipe de développement, évidemment. On applique l'agilité partout. J'ai mon CMO, qui est le chef du marketing, qui est allé dernièrement escalader le mont Toubkal au Maroc. Puis j'avais dit, Gap, profite de ton temps, connecte-toi pas, puis on s'en occupe, prends des belles vacances. Je savais qu'il y aurait beaucoup de difficultés à le faire. Fait qu'il a fait l'ascension, puis en redescendant, bien, il a arrêté dans un café Internet et plus fort que lui, il s'est connecté au fameux Slack d'entreprise. Oh! Et il a vu qu'on avait perdu la position numéro 1 dans Google pour SharePoint Migration. OK. Ça, pour nous, ça veut dire des dizaines de milliers de dollars en perte. Fait que
sous stress. L'humain réagit différemment. Et il s'est mis à poser plein de questions à plein d'équipes pour s'assurer que tout était pris en charge. Puis, Et là, il était dans son café Internet au bas de la montagne au Maroc. exact. OK. Où il n'était pas supposé travailler. Puis là, il s'est mis à garrocher des bombes un petit peu partout dans chacune des équipes dans le marketing. Et l'équipe à Montréal, un peu sous stress, a dit « Oh, qu'est-ce qui se passe avec Jean-Luc? Pourquoi il panique de même? » Puis quand il est revenu, je l'ai rencontré, j'ai dit « Mais tu étais supposé prendre des vacances, comment ça a été? » Il dit « Dom, il dit, je me suis senti comme laissé tomber par mon équipe. » Puis pourquoi je raconte ça? Parce que j'aurais pu comme gérer la situation à leur place, mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va s'assurer qu'il va y avoir une conversation avec les bons individus. Fait que j'ai dit à Jean-Luc, mais fais une rétro avec ton équipe, puis dis-le, écoute les gars, quand j'étais là-bas, là, je me suis senti comme si vous m'aviez laissé tomber. Puis eux, ben ils vont dire le point parce qu'eux aussi ont trouvé que lui s'était mis à paniquer pour rien. Fait que toute cette gestion-là de la collaboration puis des genres de rétrospectives, ben nous, on applique ça partout là, dans mes équipes de gestion, dans mes équipes de direction. On fait des rétrospectives. Chaque équipe fait des rétros. Bon, l'équipe de vente fait des rétrospectives à la fin de chaque mois. Là. L'élément clé, clairement, de tout ça, c'est ton leadership comme chef des opérations qui permet de créer ce contexte d'agilité-là. Puis c'est assurément un des facteurs clés des transformations, de l'implantation de l'agile. Ça veut dire que ça part du style de leadership des gestionnaires, de ceux qui ont la chance de créer l'écosystème d'agilité. Parce que toi, tu aurais pu réagir d'une façon non agile. Puis tu n'aurais pas été surpris si ta gang ensuite aurait réagi non agilement. Donc, il y a une responsabilité forte des gestionnaires d'adopter des comportements agiles, puis de poser des gestes d'agilité. Dans cet exemple-là où je cite Jean-Luc, Jean-Luc, c'est un vrai, là, il existe pour vrai. Jean-Luc, je n'ai pas changé de nom, rien. J'ai demandé à Jean-Luc, je disais, qu'est-ce que tu dirais si jamais je parlais de ça comme au panel d'experts? Certainement, parle-en, puis il y a une ouverture de se rendre vulnérable, de dire, ben oui, c'est vrai que là-bas, sous stress, quand j'ai vu ça, puis j'ai vu que les gens ne s'organisaient pas, ben j'ai réagi un petit peu moins bien que je réagis d'habitude. Puis tu peux en parler, ça me fait plaisir, puis have fun. Donc, tout le monde, à travers cette vulnérabilité-là, puis la communication, tout le monde apprend, puis ça a amené des résultats positifs. La prochaine fois qu'il va au Maroc, il ne se connecte pas dans un café, c'est sûr. Oh, il va se connecter pareil, mais j'espère qu'il ne dira rien. Il va juste écouter. C'est bon. Oui, allez-y. Et donc, il joue le jeu, il a hâte d'avoir la discussion lui aussi? Ben oui, tout à fait. C'est bon. J'aimerais ça vous entendre sur un thème, puis peut-être, Gilles, vous pouvez enchaîner là-dessus, mais on parle de vulnérabilité, il y a des notions de confiance là-dedans aussi, puis de communication. Puis comme notre thématique ce midi, c'est de parler de l'humain, bien, ultimement, si on veut que ça marche, il faut se parler, il faut s'écouter. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme perspective sur la communication? Comment la communication nous sert? C'est quoi les meilleures pratiques qu'on peut voir? Bien, ça me fait penser un peu à une intervention que j'ai faite il y a un certain temps, où est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient de la communication de la part de la gouvernance par rapport à justement la transformation agile qui avait lieu. Puis rapidement, on s'est aperçu que les intentions, les bénéfices de pourquoi le faire n'étaient pas communiqués, mais le plancher ne savait pas pourquoi, mais la direction de la gouvernance, c'était pas clair non plus pour eux. Donc, de pouvoir se raccrocher à pourquoi on le fait, c'est grandement facilitant pour les gens. On s'est aperçu également que l'organisation était dans un contexte de grands changements. Donc, il y avait des changements au niveau des affaires, des acquisitions technologiques, des logiciels, des nouveaux langages de développement, des restructurations. Donc, à ce moment-là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la capacité des gens à changer a été rapidement saturée par l'ensemble des changements qui étaient demandés. Donc, d'avoir un contexte qui est favorable à la transformation, c'est un facteur là, qui vient aider. Une autre chose qu'on a réalisée par rapport à ça également, c'est que, il y a les entreprises, justement, il y a des startups, mais il y a des grandes organisations également que leur modèle, c'est d'être le plus stable possible. Donc, évidemment, les employés de ces entreprises-là recherchent beaucoup la stabilité également. Et quand on arrive avec une transformation agile, ben, on va modifier pratiquement, ou on demande à ces gens-là. C'est la culture d'entreprise qui est affectée. C'est la culture même des gens propres d'avoir à tout d'un coup s'organiser, prendre des décisions, se remettre en question rapidement. Puis ce n'est pas nécessairement dans la nature profonde de certaines personnes. Donc, évidemment, ça crée de la résistance. Puis ça, on se rattache à quoi quand on se rattache à l'intention? Est-ce qu'ultimement, c'est le client? Parce que ce matin, David Ossman a parlé de ça, le customer experience, puis il se connecter au client. Quand on est en affaires, c'est pour cette personne-là qu'on existe puis qu'on continue.
Je dirais que chacun a son intention, en fait. Puis c'est vrai que mettre le doigt sur le pourquoi, il est fondamental. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Quelque chose qui a changé beaucoup aussi dans les 2-3 dernières années, c'est qu'avant, c'était très bottom-up. Hein? Ça veut dire que l'envie de faire de l'agile partait des équipes. Puis là, on était dans une posture où il fallait convaincre les gestionnaires. Fait que là, le pourquoi, il fallait être capable de dire à l'organisation, bien, voici pourquoi. Puis là, il fallait convaincre les gestionnaires. Puis souvent, bien, on se faisait mettre un peu le couvercle sur sa marmite. Puis là, dernièrement, on est dans des contextes très top-down. Ça veut dire que maintenant, pour la haute direction, c'est rendu clair leur pourquoi. Et là, il faut le descendre sur le plancher. Et là, on a des situations, comme tu dis, où, bien, sur le plancher, bon, on est déjà bon, pourquoi je m'améliorerais? Qu'est-ce qui fait que je suis amené à changer? Donc, ça amène encore une fois la pression sur les leaders, les gestionnaires, à être des agents de changement, puis à l'articuler, leur pourquoi, puis à s'assurer qu'ils descendent dans les équipes. On dit quoi à quelqu'un qui est bon sur le plancher, puis qui travaille bien, qui dit, moi, votre changement, là, je comprends pas pourquoi on irait là-dedans. On dit quoi à quelqu'un comme ça pour l'embarquer dans l'histoire? Ah, on a dit de l'essayer, en fait. C'est là la nature même de l'agilité fait que, tu sais, donne-nous 1 mois, donne-nous 2 mois, essayons des affaires, puis là, soyons en conversation, profitons de la rétrospective pour dire, bien, on a essayé ça, ça marche pas, puis là, façonne ton processus de travail, puis c'est bien rare au final. Ça va arriver des fois qu'il y a des gens qui n'embarquent pas, puis je ne sais pas dans vos expériences, mais globalement, là, si je fais le tour rapide de mes expériences, c'est plus souvent qu'autrement, c'est beaucoup de positifs qui ressortent des équipes qui travaillent en mode agile. Moi, je rajouterais que si on peut le lier avec l'intention et les bénéfices qu'on peut avoir pour l'organisation, parce que souvent, les gens sont dans leur travail au quotidien, ils ne vont pas nécessairement penser à ce que ça donne pour l'organisation. Si on peut faire le lien en plus, bien, ils ont beaucoup plus de facilité à l'essayer, justement. Exact. Messieurs, dans les entreprises, est-ce que vous le vivez, ça? Des fois, des gens qui sont plus réfractaires, mais que vous avez réussi à embarquer dans le processus? Oui. C'est sûr que oui. Tu sais, à la base, on deal avec un humain. Là. Donc, que ce soit une grande entreprise, une petite entreprise, l'humain n'est pas fait pour changer. Tu sais, on a une résistance au changement built-in chez nous qui fait que tout changement est un peu difficile, que ça soit petit, que ça soit gros. Comme j'en ai dit, c'est juste de le convaincre de « gars, fais-moi confiance, on va l'essayer ». Puis si ça ne marche pas, bien, on va s'en rendre compte ensemble. Puis pas imposer, plutôt aller chercher l'engagement des gens à participer, à construire notre processus à nous. Pas appliquer la recette les yeux fermés puis dire ça marche ailleurs, ça va marcher ici. Fait que si tu fais ça, en fait, si tu consultes les gens, tu leur permets de s'exprimer, après ça, ils embarquent. Fait que moi, quand je t'écoute, je me dis la génération millennials, là, ils doivent être super ouverts à ça. Ils doivent bien embarquer dans ce genre de démarche-là. Est-ce qu'ils embarquent mieux que des gens qui ont 15, 20 ans, 25 ans d'expérience? Ou c'est pas vrai, ça? Oui, j'aurais tendance à dire oui. Là, c'est dangereux de faire des généralités, mais oui. Puis aussi, c'est qu'ils n'ont pas été, mettons, élevés dans un ancien modèle, puis sans prêter d'intention à l'ancien modèle. Fait que les gens ont construit leur carrière, sont habitués que certains comportements étaient positifs, certains comportements étaient valorisés. Puis là, on leur amène un changement de culture. Fait que oui, pour ceux qui ont un plus long de carrière, peuvent avoir plus difficile de faire les ajustements. Jean-René, je pense que tu peux nous raconter une histoire sur des personnes qu'on découvre à travers le processus de l'agilité qui se révèlent et qui ont un potentiel un peu caché, mais tout à coup, ça peut exploser. Je vous dirais que c'est peut-être ce que j'apprécie toujours le plus dans mes interventions. Ça veut dire que souvent, on le sait c'est qui nos leaders sur le plancher, on sait qui sont bons, qui performent bien, puis des fois, on les chouchoute, on leur donne une certaine attention. Il y a peut-être des gens qui sont un peu plus introvertis, des gens qui ressortent moins du groupe. On peut se questionner. Des fois, il y a des talks sur comment que les introvertis vont réagir en agilité. Mais je me souviendrai toujours de cette conversation-là que j'avais avec une gestionnaire. Je venais de finir 2 ans de mandat avec eux. Donc, ça faisait longtemps que je travaillais avec ces équipes. Il y avait à peu près 6 équipes dans son secteur que j'accompagnais. Puis on faisait le tour de nos derniers to-do. Puis j'y pose la question toute simple. Là. Au final, ça marche-tu pour toi, l'agilité? Tu sais, ça marche-tu pour toi? Puis c'est là qu'elle me parle de son analyste plutôt introverti qui avait vraiment émergé en étant dans un contexte d'auto-organisation d'agilité, puis qui était devenu un pilier pour son organisation. Elle dit, c'est quelqu'un qu'on n'entendait jamais, puis elle dit, à cette heure, c'est pas rare que je suis dans mon bureau puis je l'entends rire fort, au loin. Puis elle me dit, à chaque fois que je l'entends rire, je me dis, l'agilité, ça marche. Pour elle, c'était son signal qu'on avait créé quelque chose de différent. Et possiblement que oui, pour elle, ça fonctionnait bien, et il pourrait en avoir d'autres que pour eux, c'est plus souffrant, justement, de par leur profil et leur personnalité. Mais ça, j'ai un client que j'ai vu qui avait bien fait ce volet-là, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas conçus pour travailler en équipe. Il y en a pour X, Y raison. Chaque humain est différent, puis j'aime pas essayer de vouloir rentrer tout le monde dans le même moule. Hein. Je pense qu'il y a de quoi d'agile à vouloir moduler. J'ai vu un client
utiliser certains de ces champions techniques, mais qui, humainement, mettons, la communication n'était pas leur force, mais de les placer dans des sièges de bug hunter ou de champions. Quand il y avait une mission critique, là, un bug, donc il valorisait beaucoup par ça, il allait le voir. Fait que c'est sûr que le gestionnaire, il y avait un mode de gestion peut-être un peu plus classique avec cet individu-là, où c'est lui qui assignait des tâches, mais il assignait des missions spéciales. Fait que je trouvais qu'il avait bien jonglé avec son plancher pour dire, OK, là, j'ai des équipes agiles, j'ai quelques individus qui fonctionnent moins bien, qui ont été même un peu éjectés des équipes, mais je les valorise, puis ils contribuent aussi à l'organisation, mais différemment. En respectant la personne. En respectant leur personne, absolument. Ça, c'est peut-être quelque chose que pour nous est plus simple. Tu sais, moi, tu dis la bonne personne dans le bon siège, là, from good to great. Là. Nous, quelqu'un qui demanderait, par exemple, d'aller faire autre chose, moi, mettons, je m'occupe de SureGate, il y a l'autre produit Office Vibe. Si quelqu'un vient me voir et dit, Dom, je me verrais vraiment là pour des raisons X et ça, je vais voir si son raisonnement est bien fait, mais si c'est bien fait, why not? Si tu vas contribuer plus là que dans le projet actuel, il n'y a rien, nous, qui nous empêche de le transférer, puis on le fait. Là. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on peut revenir de la conversation, de la conférence de ce matin avec David Ossman? Il y a quelques propos qu'il a mis sur la table. Entre autres, il a parlé de failure versus, pour pratiquer mon anglais, failure versus learning. Puis le coût était le facteur de différence. Est-ce que c'est arrivé que vous avez vécu des cas de transformation en mode agile qui ont été plus difficiles, donc c'était plus un coût, puis malheureusement un échec, une déception, ou vous dites non, à chaque fois on apprend puis c'est correct? La dernière SureGate, le produit que je m'occupe, on a développé pendant la première version pendant à peu près 1 an. Oui. Et au bout d'1 an, on avait, dans ce temps-là, je n'étais pas avec eux, là, mais il y avait un client qui payant. Et ils ont décidé de tout jeter aux poubelles complètement et de recommencer à zéro. Donc, c'était interdit de copier-coller du code. Donc, tu rouvrais un nouveau projet dans Visual Studio puis tu recommençais en neuf pour vrai. C'est des dizaines de milliers de dollars pour une entreprise dans ce temps-là qui était beaucoup moins grosse qu'aujourd'hui. Puis, pourquoi ils ont pris cette décision-là? la solution, elle ne tenait pas la route, elle était fragile, c'était rendu complexe de développer dedans. Fait que tu ne pouvais plus toucher à rien sans que tout brise. Ça avait été fait des petits morceaux attachés un avec les autres. Fait que c'était mieux pour la business de recommencer from scratch, puis de même jusqu'à revoir est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce que le besoin pour l'utilisateur est bien compris. Puis on le fait encore dernièrement avec, on est en train de préparer la portion web de SureGate. Et dernièrement, on a encore décidé de ce qu'on avait commencé dans la version web, qui était 6-7 mois de travail. On jette aux poubelles et on recommence. Wow! Mais ça vous a pas obligé, ça n'a pas mis en doute le fait de le faire avec une approche agile? Pas du tout. Parce que moi, j'ai vu des organisations où on a fait des projets en agile, le projet n'a pas fonctionné, donc on a dit, l'agile, ça ne marche pas, on laisse tomber. Tu sais, c'est pas prendre nécessairement la façon de le faire. Le résultat, pas nécessairement selon l'approche qu'on prend. Là. Donc là, je vois que c'est le fun qu'au moins... Je pense qu'aujourd'hui, dire laisser tomber l'agilité, tu sais, moi, bientôt, je pense qu'on va plus dire je développe en agile. Là. On fait du software, puis je développe du software. Là. Puis évidemment, ça se fait en agile, en collaboration avec une façon des processus qui nous permettent d'apprendre et d'évoluer. Là. Ce qu'on entend beaucoup plus, c'est de déterminer le niveau d'agilité qu'on peut avoir besoin, un peu comme ce matin, David Ossman parlait. C'est de dire, OK, pour cette solution-là, pour ce produit-là, bien, est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'agilité, beaucoup de dynamisme, ou sinon, je pourrais y aller beaucoup plus déterministe? J'ai trouvé, moi aussi, quand David Ossman a ressorti le modèle de complexité, je trouvais qu'il retapait le clou sur un élément fondamental. Fait que des fois, on va avoir tendance à dire, OK, on fait de l'agile, puis maintenant, one size fits all, tous nos projets en agile. Mais quand tu es capable, mettons, de les aiguiller correctement, puis de te dire, là, j'ai un secteur extrêmement turbulent qui a besoin d'innovation, qui a besoin de créativité, mais là, tu as cruellement besoin d'agile, tu as besoin de Scrum. Si je suis dans un secteur plus stable, plus opérationnel, bien là, on va peut-être se tourner vers du Lean, vers du Kanban. Puis j'ai des êtres humains, dont on parlait, j'ai des êtres humains qui vont peut-être être beaucoup plus efficaces en mode opérationnel Kanban, d'autres qui vont être plus efficaces en mode créatif, projet, Scrum. Donc, encore une fois, ça nous donne peut-être des leviers pour s'assurer qu'on a la bonne organisation du travail en fonction de ce qu'on cherche à accomplir, puis en fonction du type d'individu qu'on a sous la main. Donc, vous avez un coffre à outils, puis c'est d'identifier à quel moment c'est le plus pertinent pour un ou l'autre. Ça serait une belle définition de l'agile, en fait, d'utiliser ces outils de la bonne façon. Là. Très bien. En terminant, l'agile, c'est quand même assez jeune comme méthode. Ça n'a pas 100 ans. C'est depuis le début des années 2000, je pense. Vous voyez ça où si on était juste 10 ans plus tard? Pensez-vous qu'on les utilise encore de la même manière? Ça aura profité aux organisations?
Moi, je crois qu'on ne va pas utiliser nécessairement le terme agilité. Ça va devenir justement dans le coffre à outils. Puis on va dire on a besoin de tel mode de développement pour ce type de produit-là. Puis il n'y aura plus de guerre ou quoi que ce soit, ou de pôle entre justement l'aspect plus traditionnel ou agile. OK. Moi, je pense qu'avec l'arrivée on parle de big data, je pense qu'il en parlait justement dans le keynote ce matin. Je pense que les données vont devenir plus présentes, mais pas des données un graphe de vélocité, là, des données sur, par exemple, nous, on a Mixpanel qui nous dit l'utilisation de la feature qu'on développe. Fait que je suis capable après ça de savoir, quand je dis est-ce que je livre de la valeur, pour moi, c'est est-ce que la feature que j'ai développée est utilisée. Puis si oui, bien, qu'est-ce que le gars il fait après? Est-ce que ça répond à mon besoin, à moi d'affaires que les personnes utilisent au quotidien notre outil? Fait que je pense que la donnée va devenir de plus en plus présente. Il faut juste identifier quelle est la bonne donnée parce qu'on peut mesurer n'importe quoi, puis ça reste un piège, un danger. Très bien, merci. Éric? Ben, un peu du même avis. Je pense qu'on n'appellera plus ça agile, ça va s'appeler comme ça. On va juste dire on fait du développement, on fait du logiciel, puis que ça va se mêler avec les gens d'affaires qui, tranquillement ou plus rapidement à certains endroits, font du lean, management 2.0. Tout ça est en train de se mélanger, là. Puis ça va faire que tout le monde, on va commencer à parler un peu plus le même langage, ce qui n'était pas le cas en 2000. Là. En 2000, quand on parlait de points, c'était des points d'interrogation que les gens avaient d'en face. Là, tout ça va se mélanger ensemble. Et puis, ça va juste être, on fait du développement, ou on fait de l'informatique, ou on fait des TI. On fait du produit. On fait du produit. Puis on livre souvent. Ouais, un peu moins de projets, plus de produits. Puis, tu sais, de 2000 à 2010, c'était une agilité très au niveau des équipes. On commençait, je disais tantôt, c'était très bottom-up. Là, on s'est rendu à, là, de 2010 peut-être à 2020, on est très, OK, dans ma livraison, optimisation de la chaîne de valeur au complet, DevOps, partir des projets plus vite. Mais ce qui rattrape comme courant de fond aussi, là, c'est l'agilité organisationnelle. Puis la culture d'entreprise qui est innovante, qui est apprenante. Ça, je pense que c'est quelque chose que l'organisation du travail s'en va vers là. Fait que ça va juste faciliter, je pense, nos façons de faire en projet, en développement logiciel. Le fait que les organisations vont être de plus en plus dans ce mindset-là, parce qu'on va être de plus en plus dans un monde turbulent, dans un monde complexe. Ça va être la seule façon de survivre. Ça ralentira pas. Exact. Bien, merci beaucoup. Vous êtes au cœur de l'agilité aujourd'hui. Je vous souhaite bon succès pour la suite dans vos entreprises, vos projets respectifs. Merci d'avoir été là. 15h10, on peut aller les rencontrer en formule clinique pour un 15 minutes. Merci de vous prêter au jeu par rapport à ça aussi. Merci. Et je vous souhaite un excellent après-midi. Merci encore. On peut les applaudir.